de France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Nous sommes de retour, chères auditrices et chers auditeurs, et on retrouve tout de suite Sakina, la rubrique de Samia Chiki, l'agenda de Sakina Event. Bonjour Samia. Bonjour Hanan. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Et toi? Bah écoute, très très bien. Comment s'est passée cette semaine pour toi? Oh, chargé, mais pas mal du tout. Pas mal du tout. Hein. Un petit peu de pluie qui continue, mais il en faut. Oui, il en faut. Alors au niveau des sorties, que nous as-tu préparé de beau, Samia? Alors bon, comme je te l'ai dit, il pleut, il fait froid, mais c'est quand même le moment de sortir parce que justement, il n'y a pas de queue aux billetteries. Oui. Alors, pour te faire plaisir, Hanan, j'ai respecté ta thématique pour la première sortie que je vais vous proposer aujourd'hui. Bon plan gratuit? Non, ça, d'accord. C'est la thématique générale. D'accord. Tous les dimanches. Non, celle autour du cinéma. Oui, autour des médias et du cinéma. Tout à fait. Alors aujourd'hui, j'incite les auditeurs à aller faire un petit tour à la Cinémathèque de Paris. Il y a une exposition permanente sur le cinéma où vous pourrez voir donc des costumes, des collections d'appareils, des maquettes de studios de cinéma et surtout une exposition en hommage à Youssef Chahine, qui est donc qui était un cinéaste égyptien engagé. Et justement, c'est pour les 10 ans de sa disparition que la Cinémathèque donc a mis en place cette exposition. Oui. Youssef Chahine, il a réalisé 40 films et documentaires, dont le célèbre Le Fils du Nil en 1951, ou alors encore Salah ad-Din en 1963. Donc ces inspirations, elles sont entre Orient et Occident, et elles continuent jusqu'à maintenant à inspirer les plus grands cinéastes d'Orient et d'Occident. Donc bref, le lieu idéal pour se plonger dans le 7e art jusqu'en juillet. Très bien. Alors, on poursuit avec un événement qu'on a déjà abordé il y a quelques semaines, Hanan, je ne sais pas si tu t'en souviens, la conférence avec le professeur Henri Joyeux qui aura lieu, ce mardi 29 janvier sur le thème donc cancer et alimentation. Donc, c'est une conférence et également qui sera suivie d'un dîner autour justement de la thématique, comment manger sain. Et c'est organisé donc par l'Institut Humanescence et également Sakina Event qui sera sur les lieux. Donc ce sera à Villiers-le-Bel dans le 95 et vous avez jusqu'à aujourd'hui minuit pour réserver. Et je vais vous faire un petit cadeau. Vous avez un petit code promo si vous souhaitez réserver aujourd'hui avant minuit. Donc vous allez sur le site d'Humanescence et vous aurez le lien With Event. Donc le lien Humanescence, donc www.humanescence.fr. Vous allez sur le lien With Event qui est stipulé et vous tapez le code promo UMA-8 privilège. Tout à fait. Donc, pour rappel à nos auditeurs, on a eu l'occasion justement de recevoir Nassima Oumrayan, donc la présidente de l'Institut Humanescence. On a eu une très belle émission justement sur la sophrologie qui a très bien fonctionné, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, chères auditrices, à aller sur la page de Par les femmes Facebook. Vous avez et le podcast et effectivement quelques passages de l'intervention de Nassima Oumrayan. En tout cas, on a très hâte d'être à cette conférence mardi. Eh bien, je vous y attends, très nombreux et nombreuses. Super. Donc avec le professeur Joyeux qui est très connu, donc n'hésitez pas aussi à aller sur YouTube, tapez juste la mention professeur Joyeux. Vous allez voir en termes de conférence, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Donc là, le duo, Nassima Oumrayan et le professeur Joyeux, ça vaut le déplacement, je pense. Complètement. On aura le rayon de soleil de Nassima avec toutes ses connaissances autour de la ventousothérapie et des médecines complémentaires. Il y aura également d'autres professionnels de la médecine complémentaire qui seront présents dès 17h30 puisqu'ils vont exposer. Il y aura des stands, donc il y aura des naturopathes, des nutritionnistes. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà. Et j'enchaîne avec la 3e sortie. Alors là, c'est un événement inédit qui a lieu le week-end prochain, Hanan, au Palais de la Porte Dorée, connu aussi sous le nom de Musée d'immigration. Oui, donc musée qui est très connu, oui.
Oui, très très beau. Enfin, vraiment rien que l'architecture extérieure du musée, elle vaut le déplacement. Donc ça commencera vendredi 1er jusqu'au dimanche 3. Le festival est intitulé L'envers du décor, puisque le palais de la Porte Dorée invite des artistes qui vont se réapproprier ce lieu exceptionnel, et donc ils donneront des concerts, des performances de danse, il y aura des installations artistiques, donc des artistes vraiment d'horizons complètement différents, de plusieurs pays. Donc vraiment je vous incite à y aller, puisqu'il y aura art, histoire et sciences. Vous allez vraiment être gâtés, et sachez que vendredi et samedi ce sera ouvert jusqu'à minuit, et là c'est un super bon plan puisque c'est gratuit. Génial. Donc le bon plan gratuit de la semaine, c'est celui-ci. Génial. Complètement. Et puis on a même la possibilité de s'y rencontrer et d'échanger avec les artistes. Donc c'est vraiment interactif. Je vous conseille d'y aller. Voilà, et je vais clôturer l'agenda de Sakina Event avec une nouveauté, et vraiment en exclusivité pour vous, auditeurs de France Maghreb, auditeurs et auditrices de l'émission Par les femmes, un brunch littéraire. Vous avez souvent entendu parler des cafés littéraires. Eh bien, aujourd'hui, nous, on vous met en place un brunch littéraire autour d'un roman tout nouveau, un roman fantastique qui a été écrit par Hayat Haifa, intitulé Nour et Naïm. Donc c'est l'histoire de 2 orphelins palestiniens de Gaza. Donc le brunch littéraire aura lieu dimanche prochain 3 février de 11h à 15h au restaurant Cantine Omi, qui est un restaurant bio très très convivial dans Paris 11e. Vous aurez toutes les informations pour réserver sur la page Facebook l'agenda de Sakina Event, ou encore sur la page Facebook Par les femmes, tenue par toi, Hanen. Tout à fait. Voilà. Donc il y aura également l'auteur, bien entendu, qui sera présente, qui pourra dédicacer son roman, et qui sera présente pour un échange autour de son livre. Donc elle vous racontera de quelle manière elle en est venue à écrire ce roman fantastique sur des héros qui sont des héros palestiniens de Gaza. Donc c'est une histoire fantastique, mais à la fois émouvante, et on sait qu'elle a inspiré justement d'une histoire qui nous touche ici à France Maghreb 2, celle de Gaza. Et on aura bien entendu, comme tu le sais, le plaisir de l'accueillir dimanche prochain. Tout à fait, la semaine prochaine. Donc pour une émission, effectivement, on va parler des femmes de Gaza, entre autres. Voilà. Donc comme ça, Ma chère Samia, l'agenda de Sakina, il y a autre chose, c'est fini? Non, on clôture très court. On clôture par ce beau brunch. Donc j'espère que vous pourrez vous déplacer au moins sur un de ces 4 événements. Vraiment ne vous laissez pas refroidir par le temps. Couvrez-vous bien, et puis prenez les enfants avec vous, sortez, profitez-en. Justement, plus tard, ce sont des sorties en intérieur, donc toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez passer un excellent moment en fait. On n'y manquera pas, et on se retrouve pour notre part mardi directement sur le lieu de l'événement de Nassima Oumrayana. Oui, ma naissance. Très bien. Merci. Je te dis à la semaine prochaine, ma chère Samia. À la semaine prochaine, Hanen. Merci. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, comme toutes les semaines, nous allons retrouver la rubrique de Souad El Mayouf, Raconte-moi un mot d'arabe. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de la nostalgie. Donc la nostalgie qui en arabe se dit El Shawq. Voilà. Donc avec Souad El Mayouf. La nostalgie est le sentiment le plus difficile qui cause la douleur et la tristesse. الشوق أصعب المشاعر التي تسبب الألم والحزن. Une impression de vide et un sentiment douloureux t'envahissent. إحساس فراغ وشعور مؤلم يغزوك par la perte d'un être cher. عند فقد عزيز غال que tu attends, sachant qu'il ne reviendra pas. تنتظره وتعرف أنه لن يعود. L'âme est incapable de le rencontrer. تعجز الروح عن لقائه. L'œil ne peut le voir. والعين عن رؤيته. Et le cœur de l'oublier.
والقلب عن نسيانه. La nostalgie a une amertume, للشوق مرارة, une boule larmoyante, وغصة مبكية. Quant à son évocation, حين تمر ذكراه, elle éveille en toi des souvenirs, des images, توقظ فيك ذكريات وصورا qui te font surmonter la douleur avec difficulté. تتخطى بها الوجع بصعوبة. Un sentiment d'empressement, شعور بلهفة, qui guide l'esprit et les ailes de la réalité. تحرك الروح وتعزلها عن الواقع. La nostalgie pour sa présence ou un passé commun qui t'a apporté une joie qui te manque aujourd'hui. شوق لحضوره أو ماض معه حمل إليك فرحا تفتقده اليوم. Une piètre nostalgie pour une âme ayant quitté ce monde. شوق حقير لروح غادرت الدنيا, en laissant une fracture dans le cœur chagriné. إن صدع القلب بها حسرة, il en demeure un bon souvenir. تبقى ذكرى جميلة. Tout ce qui te reste, c'est lui invoquer la miséricorde. كل ما تملكه هو أن تدعو لها بالرحمة. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, et nous sommes avec Souad El Mayouf qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Souad. Bonjour Hanan. Comment vas-tu? Ça va. Alors cette chronique, explique-nous pourquoi le choix de ce sujet sur la nostalgie justement. Parce que je pense que, en fait, ça m'a fait penser à mon grand-père, oui, qui est décédé il y a quelques années. D'accord. Et le fait de penser à lui de temps en temps, je sais que c'est pas évident. Donc il me manque. Donc j'ai dédié cette chronique à lui. Bah, tu nous as donné des frissons là, Souad. Je m'attendais pas à cette réponse. Donc cette chronique, on la retrouve toutes les semaines. Donc je tiens à préciser aux auditeurs quand même, c'est important, c'est que les textes arabes, c'est toi qui les écris et tu les traduis en français. Justement, parce que par rapport à la traduction en français, j'ai du mal parce que les mots en arabe, le sens est tellement profond. Oui. Et quand j'ai essayé de la traduction, je mets plus de temps par rapport à l'arabe, parce que l'arabe pour moi c'est très facile, mais par contre le français j'ai du mal. Donc j'ai essayé de trouver les mots le plus rapprochés possible. Oui. Alors on a eu des retours justement au niveau de cette chronique, on en a parlé tout à l'heure, Oumi, en tout cas la première chronique, qui a été vue plus de 2000 fois sur les réseaux pour un démarrage, je tiens à le préciser à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est un excellent démarrage, donc félicitations Souad. Et effectivement les personnes qui sont intervenues étaient très touchée par le fait qu'on t'entende parler arabe avec une traduction. Donc je pense que oui. Justement, le premier texte, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un texte de Khalil Gibran Khalil. C'est un grand auteur et poète arabe. Et quand j'ai pensé justement à dédier un texte à la mère, j'ai pas trouvé mieux. Parce que le sens des mots, ils sont tellement riches, tellement profonds. Donc franchement, j'ai pas trouvé mieux, donc j'ai choisi ce texte-là. Bah écoute, en tout cas, c'est un très très beau texte. Donc on te retrouve la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, je le répète, à aller sur la page Par les femmes. Donc likez la page, partagez les chroniques de Souad, mais pas que. Souad, ton dernier mot? Comme j'ai dédié une chronique à la maman, donc la semaine prochaine je dédie un texte au père. Génial, voilà. On a hâte. Et la sœur, c'est pour quand? Non, je vais pas faire toute la famille non plus. Bon, mais les parents, c'est sacré, donc voilà. On va pas négliger le père. Tout à fait. C'est un très beau message en tout cas que tu nous envoies là, cher Souad. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, donc nous allons parler médias aujourd'hui. Nous allons parler cinéma. Nous recevons Souad Arsane. Donc Souad Arsane, qui est une jeune comédienne de 23 ans, qui a été révélée dans un premier temps par le film Aramiste de Antoine Desrosières. Et dernièrement, donc il y a à peine quelques mois, on a
vu ce fabuleux film qui pose beaucoup de questions, qui chamboule. Donc ce film qui s'appelle À genoux les gars, toujours réalisé par Antoine de Rosière, qu'on salue s'il nous écoute. On en profite pour saluer également Inès Chanty, donc qui est actrice également dans ce film. Et avant d'être en direct donc avec Souad Arsan, voici la bande-annonce de À genoux les gars. Mais wesh, elle est encore plus chaude que l'eau. Parce que je stresse un peu. Mais pourquoi tu stresses? Je t'ai pas en train de passer un entretien d'embauche. Un peu quand même, je passe un entretien là. Hein. Un entretien d'embauche à l'amour. Si le ciel vous tombe dessus. Si le ciel nous tombe dessus. Et toi aussi, t'as jamais embrassé personne? Non. Pas à ma connaissance, non. C'est parce que vous l'avez voulu. C'est parce que vous l'avez voulu. Moi, j'ai déjà vu un documentaire sur ça, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est quoi comme documentaire? Mais c'était pas pour les humains, tu vois. Genre, c'était pour les phoques. Genre, comment embrasser pour les nuls? Non, c'était vraiment genre pour les phoques, tu vois. Genre, pour les phoques? Ouais, les animaux. Un genou, les gars. Eh, pardon, ma soeur elle aime pas la piscine et je m'ennuie. Je peux jouer avec vous? Et c'était qui toi, frère? T'as pas une famille, toi? Il y a des enfants. Hein. La piscine, elle est grande. Superbe bande-annonce donc du film À genoux les gars, donc de Antoine de Rosière. Donc film, rappelons-le, qui est primé pour le César. Et nous sommes donc avec Souad Arsan, une des deux actrices du film. Souad, bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue donc sur France Maghreb 2. Alors Souad, peut-être commencer par te présenter, d'où viens-tu, comment es-tu rentrée dans le monde du cinéma. Donc Souad, tu es une jeune actrice, tu as 23 ans, je le disais. Exactement. Alors présente-toi tout simplement. Alors j'ai eu 23 ans il y a quelques mois, je vais avoir 24 ans cette année, ça passe vite, hein, ça passe vite. Ça fait bizarre. Alors pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, donc effectivement, Souad a 23-24 ans, mais en toute sincérité, elle a un visage qui fait très jeune. On a l'impression qu'elle a 18-19 ans. Bah franchement, c'est gentil, d'habitude on me donne 16. Ah oui, alors j'étais sympa, oui. Non, c'est très gentil, au moins je suis majeure. Mais effectivement, elle fait assez jeune. Alors Souad, comment tu es rentrée dans le monde du cinéma? C'est un pur hasard. Oui. C'était il y a quelques années, il y a 5 ans très exactement, une semaine avant mes 18 ans. Oui. J'ai demandé du feu, j'ai demandé un briquet. D'accord. Tu voulais allumer un feu de cheminée? Oui, exactement. Un feu de bois. Elle est bonne celle-là. Et il s'est avéré que la personne à qui j'ai demandé, c'était Johanna Lecomte, la directrice de casting de Aramiste, qui m'a d'abord demandé mon âge, ce que j'ai trouvé bizarre. D'accord. Et puis qu'ensuite elle m'a proposé le casting, et ce que j'ai aussi trouvé bizarre, je l'ai pas prise au sérieux. Et de là on s'est échangé nos contacts, elle m'a recontacté, puis j'ai passé le casting, et elle a demandé à ce que je revienne une deuxième fois, où il y avait le réalisateur. D'accord. Et la deuxième fois, il y avait Antoine Desrosières qui, dès que j'ai passé le second casting, il m'a dit écoute, c'est toi que je veux. Voilà. Tu as grandi dans quel univers, Souad? Tu es de province, de Paris, de région parisienne? Ah, j'ai grandi en Algérie. D'accord. À Alger. Ah oui. Et ouais. Et tu es arrivée en France il y a combien de temps? À mes 12 ans, c'est-à-dire ça va faire 11 ans. Donc tu maîtrises parfaitement bien la langue arabe. Peut-être un mot en arabe pour nos auditeurs. وش تحب نقول؟ اللي بغيتي حبيبه. اللي بغيتي. لا إذا حبينا نهضروها كاع بالعربية. نقدروا نديروها. Au dialecte. Non, je pense que au niveau du dialecte, on se débrouille, Souad et moi, mais on va rester sur le français parce que je pense que Souad ne va pas être très très ravi de nos performances en arabe. Oui, donc tu as grandi en Algérie, tu es arrivé ici à l'âge de 12 ans. Ouais. Alors pour revenir sur ce casting, comment ça s'est passé? On t'a fait jouer une scène? Quand on se fait repérer dans la rue, qu'est-ce qui se passe pour nous en réalité? Quand j'ai passé le casting, c'était la même chose pour tout le monde, pour ceux qui avaient déjà joué ou non. En gros, on me donnait un thème et pour ce cas-là en particulier, c'était de l'improvisation, ce qui n'est pas toujours le cas parce que tu n'avais jamais fait de théâtre avant, jamais de comédie. Jamais à part au collège quand on avait chapitre théâtre, mais au-delà de ça, j'avais jamais joué et c'était un peu impressionnant dans le sens où j'étais
j'étais en stress, c'était quelque chose. En fait, j'allais dans un monde que je connaissais pas. Forcément, l'inconnu fait peur. Et du coup, j'étais un peu, j'étais stressée, crispée. Je lui ai sorti le premier casting. J'ai appelé toutes mes copines. J'ai raté le casting. J'étais pas Alors, bien. dis-moi quelle scène on t'a fait jouer, Souad, ça nous intéresse. Le thème? Oui. De l'impro. C'était un sujet particulier. Fallait raconter un souvenir ou non, inventé ou non, un souvenir sexuel. D'accord. Et c'est pour ça que j'étais un peu crispée parce que c'était un peu gênant. Oui. Fallait regarder que la caméra. Il y avait 2 personnes derrière la caméra. J'avais pas le droit de les regarder. D'accord. Du coup, en fait, je pouvais pas voir leur réaction. Ce qui fait que j'étais là en mode oh mon Dieu. Tu as eu du temps pour préparer justement? Bah non, justement. On te donne le thème. Ça veut dire que voilà, on m'explique le thème et on me dit bon, t'es prête? Allez, je saute. On verra ce que ça va donner. Bon, le résultat justement que ça a donné, c'est que tu as été retenu par Antoine Desrosières. Cette première rencontre justement avec le réalisateur, comment ça s'est passé? Faut savoir qu'Antoine, c'est une personne qui m'est tout de suite très à l'aise. Il a déjà sa tête, sans qu'il parle, elle est sympathique. C'est-à-dire qu'il a une tête drôle. C'est-à-dire on le voit, on se dit lui, c'est sûr qu'il est drôle. Il est sympa. Donc en fait, quand on parle avec lui, on se dit ok, ça confirme ce que je pensais. Donc c'est vrai qu'il a un visage, je confirme, Souad, il a un visage vraiment lumineux. Oui, il a quelque chose de lumineux. C'est pas quelqu'un qui juge, c'est pas quelqu'un qui va poser des questions embêtantes, c'est pas quelqu'un qui met dans une situation embêtante, ce qui fait que en fait, on se sent tout de suite soulagé. D'accord. Parce que il est réconfortant, il est encourageant. Et du coup, ça s'est tout de suite bien passé. Quand il m'a annoncé ça, il m'a prise de côté, il m'a dit bon, écoute, faut que je te le dise, mais tu le gardes pour toi pour l'instant et tout. C'est toi que je veux, nanana. Donc ça a été un vrai coup de cœur alors. Ça a été un vrai coup de cœur parce que ça fait 5 ans, on a refait un 2e film ensemble. Oui. Là, il est en train d'écrire autre chose, une série cette fois-ci en 5 épisodes où il veut que Inas et moi on joue dedans. Donc vraiment ça s'est tout de suite fait dans un esprit familial. Tout à fait. Alors effectivement, avant d'expliquer aux auditeurs le synopsis du film, on a pu découvrir le teaser. On va parler quand même un petit peu de Inès Chanty. D'ailleurs, c'est Inas. Inas, ouais. D'accord. Bonjour Inas, si tu nous écoutes, je suis désolée d'écorcher ton prénom. Donc Inas Chanty, qui est comédienne aussi, qui a été repérée comme toi. Je pense qu'elle n'était pas du tout actrice. Ouais, non. Et du coup, votre rencontre à toutes les deux, comment ça s'est passé? Ça s'est passé la 2e fois. En gros, la 2e fois, c'était en duo. J'avais passé le casting avec 2 filles, puis ensuite ils m'ont dit bon, est-ce que tu peux attendre 1 heure qu'on ramène une autre personne? J'ai attendu, puis ils ont ramené Inas et justement ça a tout de suite matché, ce qui a fait que Inas et moi, quand on part en impro, ça peut durer 1 heure facile jusqu'à ce qu'on dise bon les gars, c'est bon, taisez-vous, ça y est. Alors Inas et Inas Chanty et donc Souad Arsane, qui à la base ne sont pas comédiennes, donc vous n'avez pas fait de formation au cours Florent, bon, ce qui n'empêche pas que le talent est là et que vous êtes nominé. Donc si vous êtes nominé, c'est parce qu'effectivement il y a du talent. Une réflexion que j'ai entendue de toi dans une de tes interviews il y a quelques mois, où tu nous expliquais en fait que tu étais étonnée d'avoir été retenue en fait en tant que actrice maghrébine. Ça a été là ton premier étonnement. Tu ne te doutais pas en réalité qu'on puisse aller chercher des actrices maghrébines. Après tu corrigeras peut-être mes propos, mais surtout tu t'étonnais en fait qu'en tant que femme franco-maghrébine, on te donne cette chance à toi. Alors ton constat, est-ce qu'il a évolué depuis? Parce que ça fait pratiquement 5 ans que tu es, bon, pas forcément dans le monde du cinéma, mais si quand même. Enfin, tu as tourné des films, je suppose que tu rencontres d'autres actrices. Est-ce que ce constat, il a évolué pour toi? Est-ce que les femmes maghrébines ont leur place dans le cinéma ou pas? J'ai l'impression que ça s'améliore de plus en plus, mais c'est vrai que quand on est disons d'origine maghrébine ou autre d'ailleurs, d'une quelconque origine, c'est un peu plus compliqué d'accéder dans ce monde, étant donné que ce qui me gêne parfois, c'est que
c'est quand il y a des rôles maghrébins. Oui. C'est généralement pour être en cité, pour jouer un dealer, pour etc. Et du coup, c'est quelque chose qui me gêne énormément, ce qui fait que mon but ça a été longtemps d'être dans un rôle où j'ai envie d'être médecin, peu importe, de m'appeler Nathalie, Sandrine, je m'en fous, enfin, et de faire autre chose que ce truc de j'ai une famille sévère, je viens de l'Algérie, j'habite en cité. Et j'ai l'impression que mine de rien, ça s'améliore petit à petit, mais ça s'améliore quand même. Et c'est un combat qu'il ne faut pas arrêter de mener, qu'il faut continuer à mener, et que je l'espère, s'améliorera de plus en plus. Bon, en tout cas, Souad, effectivement, on a bien entendu ton message. Donc, ce que tu dénonces, effectivement, c'est qu'il y a une certaine caricature des rôles féminins quand ils sont tenus par des franco-maghrébines. Donc, caricature qui les emmène soit à jouer, effectivement, le rôle d'une banlieusarde, soit petite variante la banlieusarde qui est soumise au patriarcat. Souvent, on a cette idée. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi autre chose, les femmes maghrébines, mais pas que. En tout cas, on les voit de plus en plus souvent dans des rôles où on peut parler de sexualité, où elles peuvent être entre guillemets mises à nu. Et là, en tout cas, on a aussi de ton côté cette réflexion qui est de dire oui, ok, j'ai fait ce premier film, on va en parler, mais par contre, ne me réduisez pas au rôle de la femme où n'est visible d'elle que sa sexualité en réalité. Aujourd'hui, dans quel type de film tu te verrais jouer concrètement? Tu nous as parlé de films forts, le fait d'être policier ou autre chose, mais est-ce que il y a un domaine, enfin une thématique en particulier qui te parle et que tu aimerais développer au cinéma? Tout ce qui en vrai, tout ce qui concerne la femme avec un grand F, tout ce qui concerne la femme, les forces de la femme, les faiblesses de la femme en long et en large, mais en vrai de vrai entre nous, entre nous, il y a que quelques milliers d'auditeurs qui nous écoutent. En vrai, j'aimerais bien une fois jouer dans un film d'action, genre ça c'est mon rêve depuis mon enfance. Genre je me bats, karaté. La nouvelle Tomb Raider, quoi. Voilà. Ça c'est un rêve d'enfance. Tu as déjà la chevelure pour. En tout cas, au niveau du caractère, oui, on sent effectivement une femme qui est dynamique, motivée, enfin qui va de l'avant. Donc en film d'action, oui. Ça peut le faire. Ça peut passer. On va essayer de chercher le réalisateur qui va bien. Alors on va passer à la publicité et on se retrouve juste après, ma chère Souad, donc pour parler justement de ce film À genoux les gars. De France Maghreb. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, donc pour cette émission où on parle cinéma, donc avec Souad Arsane. Donc Souad Arsane qui a été nominé au César, rien que ça. Voilà, pour le film À genoux les gars. Donc ce film, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie, voilà. Donc plutôt sur un sujet en réalité dramatique. On va parler justement de manipulation psychologique d'une jeune fille, donc de Yasmina, donc exact. De toi Souad, qui s'exécute en fait suite au fait que son petit ami lui demande de lui faire une fellation pour son ami. Donc en réalité là on est pas seulement dans une histoire de manipulation psychologique, on est en réalité dans ce qu'on peut appeler un viol. Donc cette comédie qui est très légère par les textes qu'elle amène est en réalité traite d'un sujet de fond qui est gravissime, qui a été porté par Antoine de Rosière, je pense de manière très subtile. Donc plutôt des conversations en réalité qu'on a entre ces différents acteurs, donc entre Souad Arsane et Inès Chanty qui sont sœurs dans le film, et ces deux autres comédiens. Donc Inès, Souad, pardon, donc peut-être juste nous parler rapidement avec tes mots à toi de À genoux les gars. À genoux les gars, c'est une comédie dramatique comme tu l'as dit, qui parle de viol, d'agression sexuelle, mais d'agression sexuelle qui n'est pas physique, plutôt psychologique, chose qu'on ne voit que très rarement, peut-être
même jamais dans le cinéma ou à la télé, qu'on entend très peu souvent justement parler. Et c'est quelque chose qui existe malheureusement, qui existe beaucoup et qu'on le voit très peu. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux sœurs. Voilà, si tu peux nous expliquer dans le détail. En gros, c'est deux sœurs qui s'aiment très fort. Hein. Oui. L'une sont très complices. Oui, très complices. Voilà. Complices. Et l'une d'elles part en voyage scolaire, l'autre se retrouve avec son petit copain qui l'invite à une soirée. Et à cette soirée-là, on trouve le petit copain de sa sœur. Du coup, elle l'embrouille, hein, logique. Et malheureusement, elle se retrouve dans une impasse. Et les deux garçons, particulièrement son petit copain, elle la manipule pour qu'elle fasse une fellation au petit copain de sa sœur. Pourquoi, comment et de quelle manière, ça je vous laisse le découvrir. Et de là on voit comment elle arrive à s'en sortir, comment elle annonce ça à sa sœur, comment on voit un peu l'évolution de son état, l'évolution de cette situation qui est dramatique pour elle. Et voilà. Donc en réalité, c'est une vraie prise de conscience de la sexualité dans certains milieux. Donc ce film, je tiens à le préciser, c'est une histoire vraie. Donc le réalisateur, on lui a posé la question. Donc pourquoi justement avoir choisi deux jeunes filles franco-maghrébines? Pourquoi avoir choisi deux acteurs franco-maghrébins? Pourquoi le film se déroule-t-il, en tout cas en arrière-fond, on sait bien que c'est en banlieue. Donc il a été soumis quand même à pas mal d'attaques, je trouve, Antoine Rosière, parce que justement il vient bousculer les esprits, il vient bousculer les mentalités, il vient toucher du doigt le cœur du tabou qu'est la sexualité de nos jeunes, qu'ils soient issus en réalité des quartiers populaires ou de nulle part ailleurs. Et là, effectivement, on arrive à faire passer un message. Donc le message qu'on fait passer, c'est que c'est très facile en réalité d'être manipulé psychologiquement. Donc oui, comme l'a dit Swad Arsane, je vous invite à aller voir donc ce film À genoux les gars, qu'on peut retrouver où, Swad? Le dernier, l'endroit où est-ce qu'on avait été? C'était à la Catonne, mais il y est plus. Ah, il est plus à la Catonne. Oui, il y est plus. Après, il se pourrait qu'on ait des projections par-ci par-là, mais là, le seul endroit où on peut le trouver, c'est Internet. Sinon, il y a la web-série qui est beaucoup plus riche que le film, qui dure 5h30, qu'on retrouve sur YouTube sous le nom de Yaserim. Tout à fait. Et que j'invite plus à voir que le film, parce que vraiment, enfin, il y a certaines scènes qu'on retrouve pas dans le film. Il y a certaines le film, scènes il est bien quand même. Non, c'est vrai, il est bien. Mais vraiment, je pense que la série est beaucoup plus riche de part du fait qu'on retrouve beaucoup plus de choses. Oui. Il y a certaines scènes qui font 30 secondes qui en vrai vont faire 5 minutes dans la web série. Mais alors cette web série justement, elle a été tournée comment en fait? C'est des Ah mais c'est en même temps. C'est en même temps et vous en avez extrait donc une web série de combien d'épisodes, Swad? Là, il me semble qu'il y a un peu plus de 23 épisodes. D'accord, donc durée de 30 minutes à peu près? Entre 4 et 30 minutes. 25-30 minutes. Donc là, effectivement, par rapport au film, ça nous permet de traiter les sujets un petit peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur. On retrouve les parents qu'on trouve très peu dans le film. On voit plus de choses, on comprend plus de choses, on découvre plus les personnages. Donc elle est beaucoup plus riche en matière et j'invite à voir les deux. En vrai, d'abord le film. Ensuite la web série. Tout à fait. C'est mieux. Si c'est possible. Et puis sinon directement la web série. Donc ma chère Swad, on parlait justement de prise de conscience de la sexualité des jeunes en général. On parlait de manipulation psychologique aussi. Ce qui est intéressant avec l'histoire de ce film, parce qu'elle a une histoire au-delà du fait d'être sélectionnée pour les Césars, ce qui est juste formidable, c'est que en réalité vous projetez et vous diffusez auprès des jeunes notamment et dans les écoles. Est-ce que tu peux nous en parler, Swad? En fait, le but premier pour nous, c'est pour ça que on a sorti la web-série peu après la sortie du film. Le film est sorti le 20 juin, on a sorti la web-série une semaine après. Notre but, c'était vraiment de pouvoir le faire voir au plus de monde possible, et notamment les adolescents entre 12 et 18, parce que c'est un sujet qui les touche le plus, et étant donné que c'est eux qui découvrent la sexualité justement. Et malheureusement, je trouve que dans notre société, en France en tout cas, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, qu'on n'apprend pas souvent aux jeunes. Du coup,
ils font ça un peu par leurs propres moyens, et leurs propres moyens, malheureusement, c'est pas toujours les bons moyens. Ce qui fait que alors les moyens, ça va être beaucoup sur YouTube. Il y a une explosion de la pornographie sur YouTube, donc on peut en parler. Malheureusement, c'est ça va être sur les sites pornographiques, et les sites pornographiques, c'est pas quelque chose qui reflète forcément la réalité. Donc c'est un peu dommage, et j'espère que ça va pousser aussi aux parents d'en parler avec leurs enfants, aux professeurs d'en parler avec leurs enfants, et c'est pour ça qu'on essaie le plus possible de le ramener dans des collèges, dans des lycées, justement pour ouvrir un débat et pour pouvoir en parler avec le plus de jeunes possible. Voilà. Alors justement, comment ça a été accueilli par les jeunes, et après je vous donnerai mon sentiment en tant que maman. Ça ouvre au débat. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains qui disent mais c'est pas possible que ça puisse se passer comme ça. Il y en a d'autres qui disent ah mais oui, mais ça ressemble vachement. En fait, c'est vachement c'est coupé. En fait, c'est les deux extrêmes, mais au final, quand on finit par en parler, à expliquer, à montrer, ça se rejoint. Les deux se rejoignent, ils disent ok, là on comprend. Donc il y a certaines personnes qui comprennent pas dès le départ, il y a certaines personnes qui se moquent parce qu'elles ont pas conscience de la gravité de la chose. Il y a certaines personnes qui disent ok, ouais, non, c'est chaud, là je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Il y a certains qui sont plus sensibilisés. Donc vraiment, enfin, peu importe comment ça touche, ça touche. Dans tous les cas, ça touche. Ça touche, ça bouscule justement. Alors moi, ce film, j'ai eu l'occasion effectivement de le voir une première fois, puis une deuxième fois. Toujours le même sentiment. Effectivement, c'est un film qui vient bousculer. Pourquoi est-ce qu'il bouscule en réalité en tout cas pour ma part, j'ai une quarantaine d'années. Pour moi, c'est très facile de m'identifier à Yasmina, donc qui joue une adolescente qui a entre 16 et 20 ans, enfin une jeune adolescente en tout cas. Et mon regard de mère, effectivement, il a été interpellé dans le sens où je me suis dit, est-ce que ce film-là, je peux le regarder avec mes enfants, donc avec mon fils qui a 16 ans, avec ma fille qui a 21 ans, bon, qui doit savoir des choses de la sexualité, mon fils également. Est-ce que toi, ce film, tu as pu le voir avec ta mère ? Non. D'accord. Pas du tout. En fait, c'est mine de rien, le montrer. Ma mère, forcément, elle va pas me voir avec en tant que personnage. Elle va me voir moi. Oui. Et c'est très gênant d'avoir ce rapport-là donc ma mère, en fait, elle va regarder le film, elle va me regarder avec des yeux en mode ah bon, t'as fait ça, Swad. Non, maman. Non, pas du tout. Promis. Et pourtant, le film Swad, pour ceux qui l'ont vu peut-être, ou ceux qui vont aller le voir, il y a aucune scène de nu. Non. À aucun moment on ne te voit dénudé. À aucun moment même on te voit réellement, dans une position difficile. Sauf à un moment effectivement avec cet acteur Ellis, voilà. Où lui, effectivement, on peut profiter de sa belle anatomie, ça c'est sûr et certain. Mais toi, non, pas du tout. Et Inès, pareil. C'était une volonté de votre part, ça ? Oui. Oui, c'est que Antoine, justement, Antoine s'arrête aux limites de l'acteur. C'est-à-dire que, par exemple, moi je lui dis, je veux aucune nudité de ma part. Il m'a dit ok. Elise, par exemple, lui a dit moi j'ai aucun problème avec ça. Il lui a dit ok, d'accord. En fait, c'est ça qui a été sympa, c'est qu'à chaque fois il nous demandait bon, c'est quoi ta limite par rapport à la nudité ? Est-ce que tu peux au moins faire ça ou non ? Est-ce que tu peux ? Et du coup, moi, je lui dis franchement, c'est pas le but. Puis en plus de ça, je trouve que ça. Dans la finalité, ça montre un beau message dans le film, c'est-à-dire que dans les films, généralement, c'est toujours la femme qui est dénudée. Oui. Haha. Oui. Et là, à la rigueur, c'est l'inverse. Oui, donc, je trouve ça vachement beau. Je trouve ça vachement beau parce qu'au final, ça montre un vrai message. C'est qu'on sexualise plus l'homme que la femme, là, à la rigueur. Oui, tout à fait. Alors, ce film, on ne peut plus le voir pour le moment. En tout cas, il est présélectionné pour les Césars. Alors, cette cérémonie, elle aura lieu à quelle date, justement ? Le 22 février, mais là, malheureusement, il n'y est plus. Il était seulement... on a eu les résultats il y a quelques jours, le 23 janvier, et malheureusement il y est plus, mais ça a été un honneur pour Inès et moi d'avoir été dans les révélations. Ça a été grandiose, et c'est flatteur de voir que en fait quand on se rappelle de nos débuts, c'est beau. Voilà. D'accord. Alors justement, la première fois où tu as reçu cette nomination au César, est-ce que ça t'a permis de rencontrer d'autres personnes du métier, du monde du cinéma ?
Oui, des acteurs avec qui tu peux échanger. Oui. Est-ce que ta vie a changé en fait depuis ce film? Je n'irai pas jusque là. Bon, là c'est encore récent, mais ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes dans ce milieu-là. Ça m'a permis d'échanger, d'avoir des conseils, d'avoir beaucoup de des conseils pour pouvoir avancer, pour avoir les pieds sur terre, pour m'encourager. Ça aide. On a des futures collaborations de prévues et pas des moindres. J'entends parler d'un certain Samir Ghasmi de Banlieue 13. Oui, voilà. Exactement. J'ai un petit rôle dedans, mais c'est le futur projet que j'ai pour l'instant. D'accord. Donc c'est un film qui va sortir bientôt, qui va être tourné, qui va être tourné bientôt, mais qui en tout cas en tant que comédienne, tu as été appelée par un réalisateur et pas des moindres. Écoute ma chère Souad, on va se retrouver dans quelques instants. Donc juste après la rubrique de Sabrina Gassim. Donc raconte-moi les pensées d'une femme. Et aujourd'hui, le titre de cette chronique est Parfois de Sabrina Gassim. Parfois, il faut savoir laisser mûrir les sentiments pour pouvoir parfaitement cueillir l'amour à son heure. Savoir laisser conjointement les pensées s'unir, savoir laisser individuellement l'orgueil ou la colère s'affaiblir. Parfois, il faut savoir que le temps est un gage qui cimente la solidité d'une relation tout autant qu'un porte-à-faux qui déséquilibre le funambule de nos cœurs lorsqu'on se précipite. En amour, apprenez à apprécier votre patience au lieu de la subir. Parfois, il faut savoir dire au revoir pour éviter de se dire adieu. Parfois, il faut savoir ne rien dire pour éviter de dire pire. Parfois, il faut savoir cueillir la fleur des souvenirs infinis avant que ne fanent celle des regrets. Parfois, il faut savoir se pardonner avant de pardonner à son bien-aimé. En amour, apprenez à apprécier la saveur des derniers instants au lieu de la maudire. Parfois, il faut essayer de ne plus rien essayer. Il faut juste laisser les sentiments nous traverser. Il faut réussir à vivre pleinement l'instant au lieu de se projeter. Il faut prendre le risque d'ouvrir son cœur malgré les blessures passées. Il faut tenter de faire taire ces sentiments aigris enfantés par les fantômes du passé. Parfois, il faut accepter de se laisser guider. Car en réalité, peu importe où tu iras, tant qu'auprès de toi, tu seras. Parfois, il faut juste ne jamais oublier que l'amour a sa propre temporalité, sa propre infinité, sa propre féminité et sa propre masculinité, sa propre porte d'entrée et sa propre porte de sortie, où le balai des émotions entre et sortent au gré de nos rencontres. En amour, apprenez juste à aimer. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h-18h. Sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour donc pour l'émission Par les femmes avec Souad Arsan, donc Souad Arsan qui est comédienne, qui nous a parlé d'elle donc pour cette rubrique Raconte-moi ta réussite. Alors Souad, une dernière question pour toi. Que penses-tu du racisme au cinéma? On a un mouvement qui a émergé qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, Noir n'est pas mon métier, donc qui a été initié par 16 comédiennes noires et métisses pour justement dénoncer le racisme qu'il peut y avoir dans le cinéma. Justement, je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut combattre et que tout le monde veut. Faut que ça s'arrête au bout d'un moment. C'est ce que j'expliquais, toujours ramener à ce cliché en rapport avec notre couleur de peau ou notre origine. Et c'est une très très belle initiative. J'ai rencontré la femme qui a mis en place ce projet. Et qui est? Ah, j'ai oublié son prénom. Firmine. Oui. Alors c'est pas Firmine c'est pas Firmine Richard. Non. En tout cas, elles sont 16 comédiennes, dont Firmine Richard, entre autres. Ouais, voilà. Mais celle qui a mené le projet, j'ai oublié son nom. Mais quand je l'ai écouté parler, j'ai bu ses paroles et je me suis dit, franchement, c'est exactement ça. Alors justement, on a un petit reportage de 2 minutes qu'on va vous proposer, chers auditeurs, donc pour parler justement de ce mouvement qui a pour objectif de lutter contre le racisme dans le cinéma, initié par des femmes noires. Pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Vous auriez mérité d'être blanche. Vous savez rouler des yeux comme Joséphine Baker? Enfin, faire plus, Yabon Banania, quoi.
Nous sommes noires, nous sommes comédiennes surtout et avant tout, et nous avons voulu prendre la parole parce que souvent les comédiennes noires françaises sont cantonnées à certains stéréotypes, à certains clichés, et on a voulu parler de ça pour dénoncer aussi, raconter, partager ce qu'on vit dans le cinéma, à la télévision et au théâtre en France aujourd'hui. Trop noire pour une métisse, pas assez africaine pour une africaine. Ça signifie quoi? Heureusement que vous avez des traits fins, je veux dire pas négroïdes. Enfin, vous faites pas trop noir, quoi, ça va. C'est terrible d'entendre ça. Nous sommes des femmes noires et pas des blacks, comme les blancs aiment bien dire. Moi, il ne me viendra jamais à l'idée d'appeler un blanc white. Dans ma carrière, on m'a souvent proposé des rôles d'infirmière. Pourquoi pas? Mais je dis que je peux encore être une magistrate ou un médecin. Quand on voit les séries américaines, effectivement, on les voit, les femmes noires, médecins. Mais pas en France. C'est un combat de tous les jours. La France est un pays riche en diversité. Pourquoi s'en priver? Ma première passion était la danse classique. Comme j'adorais ça, j'étais douée. Alors la question s'est posée de poursuivre ma formation à Paris. Des voix ont aussitôt murmuré et anticipé: les grandes institutions classiques ne sont pas prêtes à accueillir des gens de couleur. Laisse tomber. J'ai voulu témoigner dans ce livre pour nos enfants. On ne devrait plus les laisser se confronter à ces problématiques. On ne devrait plus dire à nos enfants « laisse tomber ». On ne devrait plus dire à nos enfants laisse tomber. Donc on remercie effectivement ces 16 comédiennes d'avoir initié ce mouvement. Donc ce mouvement qui en réalité ça nous parle à nous femmes maghrébines, parce qu'on est soumise en réalité au même dictat. Donc à savoir, quand on est une femme franco-maghrébine, qu'on est comédienne, actrice, peu importe, c'est vrai qu'on est souvent ramené à des rôles soit de banlieusardes, soit de femmes musulmanes oppressées, etc., etc. Donc toujours est-il qu'on a reçu, cher Souad Arsane, le dernier baromètre de la représentation des femmes par le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc ce rapport a été présenté lundi 21 janvier, donc il y a à peine une semaine, par Sylvie Pierre Brossolette. Et bonne nouvelle, on a des améliorations. Donc les chiffres sont plutôt positifs, à saluer la conseillère. Le mouvement est lancé, il est lancé en réalité depuis plusieurs années, et on commence à entrer dans un cercle vertueux. Maintenant, que ce soit au niveau du CSA, mais également nous, en fait, téléspectateurs et auditeurs, c'est à nous justement de pas relâcher la pression pour avoir justement une représentation des femmes à l'écran qui soit juste. Donc en termes de chiffres, de manière précise, donc sur l'année, on est passé à 39% de représentation des femmes contre 36% en 2016, donc une augmentation de 3 points qui est plutôt importante. Donc dans l'analyse, en réalité, c'est 2400 programmes qui ont été visionnés, donc sur l'année 2018, donc 43% dans les émissions de divertissement. Les fictions également ont été analysées, donc les films, les séries françaises ou américaines, et également l'information, donc ce soit les journaux télévisés ou ces chaînes mainstream. Donc là-dessus, on constate effectivement, comme je l'ai dit, une amélioration en termes de représentation, mais aussi en termes de qualité des rôles. On parlait justement avec Souad de ton souhait d'être représenté en tant que médecin ou dans un rôle fort en réalité en tant que héroïne. Et là, on a des légères améliorations, mais ça devrait continuer à évoluer avec ce groupe de travail qui est mis en place au niveau du CSA. Donc une petite interview que je vais vous diffuser, chers auditeurs, donc qui va justement nous permettre de nous rendre compte des avancées concrètes. Outil du CSA montre, une fois de plus, qu'entre la population française telle qu'elle existe sur la base de l'INSEE et ce que nous avons trouvé en analysant les images des chaînes, toutes les chaînes gratuites, plus Canal, entre la mi-journée et minuit, que ce partage de population, cette existence sociale ne se retrouve pas dans les programmes. Si vous voulez,
en analysant les images, les interviews de plus de 37 000 personnes qui s'expriment dans les journaux de télévision à la mi-journée et puis dans les programmes entre 17h et 23h, on ne retrouve pas ce que l'INSEE nous donne. Par exemple, il y a une surreprésentation des CSP+, il y a une très sous-représentation des inactifs, des retraités, des chômeurs, des jeunes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en France autour des ronds-points, d'une certaine façon, représente cette volonté d'être moins invisible. C'est le cœur du problème. Quelle est la place de ce baromètre aujourd'hui? Et le baromètre de la diversité qui a été très consolidé pendant toute la durée de mon mandat en y introduisant de nouveaux critères, par exemple le critère de la pauvreté, le critère des zones de résidence. Ce baromètre aujourd'hui est considéré comme un outil de référence, non seulement par le monde de la télévision, l'industrie de la télévision et de la radio, mais aussi par le monde universitaire. Il faut continuer à agir parce qu'il s'agit là tout simplement de la diversité sociale qui contribue à notre cohésion. Ça paraît être des mots, ce ne sont pas des mots, ce sont des nécessités et des urgences qu'il faut absolument mettre en œuvre pour que des pans entiers du pays ne se retrouvent pas comme s'ils étaient des citoyens de seconde classe qui n'auraient pas le droit à la représentation et ne pas être représentés à la télé ou à la radio. Ne pas être représentés à la télé en tout cas, c'est comme si on avait moins de surface politique. Donc c'est un problème de discrimination tout simplement. Faut-il des statistiques ethniques? La question des statistiques ethniques est tel chiffon rouge pour nombre d'entre nous, y compris moi, sur les risques potentiels que cela peut créer et qui pourrait amener à disloquer la société, qu'on doit, en tout cas dans des périodes aussi mouvementées qu'à l'heure actuelle, réfléchir peut-être à deux fois. Mais il faudrait pourtant des statistiques qui permettent de définir des politiques publiques, mais pas sur la base de l'ethnique, sur la base des origines géographiques. J'ai un peu peur que, à l'heure actuelle, la France dans son ensemble interprète cet usage, qui pourtant a cours aux États-Unis, qui sert de base pour définir des politiques, notamment dans le monde de l'audiovisuel. J'ai peur qu'en France, ce soit mal interprété. Nous sommes dans une période trop mouvementée, le chaudron est beaucoup trop brûlant pour mettre encore de l'huile sur le feu. Donc les statistiques ethniques, dans l'absolu, pourraient être un outil. En ce moment, j'y crois pas trop. Pourquoi dites-vous que les chaînes n'en font pas assez? Des recherches que nous avons faites à partir de l'examen de 37 000 personnes qui s'expriment dans les programmes de toutes les chaînes gratuites de la TNT plus Canal, il ressort très clairement que la diversité sociale y inclut la pauvreté, que cette diversité ne se voit pas ou très insuffisamment sur les écrans, et tout particulièrement concernant la question du handicap. Il y a en France entre 12 millions et 15 millions de personnes handicapées. Où sont passées toutes ces personnes handicapées? Où les voit-on? Dans quel rôle? On voit quelques personnes dans un fauteuil roulant. 80% des handicaps ne se voient pas. Mais c'est un monde, le monde du silence, le monde de l'invisible. Pour pouvoir le dire, je travaille sur le terrain, notamment avec des associations, avec le secrétariat d'État des personnes handicapées. Je suis sûr qu'avec un petit peu d'effort, dans des fictions et également dans les programmes d'info, on pourrait rétablir un peu cela. On part de si bas, 0,7% de personnes handicapées vues dans les programmes. Franchement, ça ne peut pas correspondre au pays et nous le savons très bien. Oui, on parle de vraiment très bas. J'ai été très touchée par cette dernière intervention. Donc effectivement, le handicap, c'est un sujet important. Comme vous le savez tous, vous regardez tous la télévision, comme moi, comme Souad Arsane, comme Souad El Mayouf, comme Medjed qui est avec nous. On a très peu de personnes handicapées représentées à l'écran. Et là, effectivement, il y a un gros travail à faire. On compte effectivement sur ce groupe de travail au sein du CSA pour continuer le combat. Là, on a eu beaucoup de nouveautés au niveau du CSA, donc des nouvelles nominations. Donc, dans quelques semaines, on vous le
promets, on invitera une personnalité du CSA pour vraiment rentrer dans le détail de ce baromètre de la représentation des femmes, parler de discrimination, effectivement en tant que femme, mais pas que, en tant qu'habitant des quartiers populaires, on est extrêmement stigmatisé en tout cas par rapport à l'image qu'on renvoie. Ma chère Souad Arsane, j'ai été absolument ravie de t'accueillir. Je continuerai à te suivre. Je te souhaite les plus beaux rôles, et des rôles de médecin, des rôles de pilote, des rôles de Tomb Raider, tout ce que tu voudras mettre en place, ma chère Souad. Donc je remercie également Antoine Rosière, donc qui nous a accompagnés justement à la préparation de cette émission. Donc je le félicite et je le salue pour le travail qu'il a mis en place avec vous deux, avec toi Inès, et puis avec toi Souad, et avec toi Inas, si tu nous écoutes. Donc un grand merci, on te dit à très bientôt ma chère Souad. Ton petit dernier mot de la fin. Mon petit dernier mot de la fin, écoutez, si vous êtes une femme, battez-vous, faites ce que vous voulez, ne vous laissez pas abattre par le patriarcat, ne vous laissez pas basculer, ne vous laissez pas descendre, faites tout ce qui vous passe par la tête. Soyez libre. Soyez libre, exactement. Très bien. On se retrouve juste après la publicité, chers auditeurs, chères auditrices, avec Sabine Duflo, qui est psychologue et qui va nous parler des écrans qui deviennent neurotoxiques. Donc protégeons le cerveau de nos enfants. C'est un sujet santé qu'on vous propose juste après la publicité. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, pour notre émission Par les femmes. Donc nous allons parler des dangers des écrans. Voilà, quel danger ça peut... quel impact ça peut avoir justement sur le cerveau de nos enfants. Et pour en parler, donc je reçois Sabine Duflo, qui est psychologue. Sabine, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, justement ? Me présenter, je suis psychologue et thérapeute familiale, et je travaille dans un centre médico-psychologique de la Seine-Saint-Denis, où je reçois des enfants entre 3 ans et 16 ans. Toujours avec leurs parents les premières fois. D'accord. Vous avez écrit un livre, Quand les écrans deviennent neurotoxiques. De quoi s'agit-il ? Alors, ce livre, c'est à la fois un cri d'alarme et en même temps un recensement des études, des dernières études existant sur le sujet. De façon très simple, je me suis rendu compte que aujourd'hui, les dernières générations des enfants, disons entre 3 et 10 ans, ou même 3 et 13 ans, passent plus de temps face à un écran qu'avec leurs frères et sœurs, leurs copains ou leur famille. Et ça a nécessairement un impact sur le développement de leur cerveau, à la fois le développement cognitif, intellectuel, et en même temps le développement relationnel. D'accord. Concernant le développement relationnel, donc justement le fait que nos enfants, et notamment nos tout jeunes enfants, soient complètement accaparés effectivement par le téléphone mobile, la tablette et d'autres écrans, est-ce que justement il va avoir moins d'interaction avec ses parents ? Est-ce que le langage va arriver plus tardivement ? Qu'est-ce qu'il se passe de manière concrète dans le cerveau de nos enfants ? Alors évidemment, s'il est devant un écran, plus devant un écran et moins avec les autres, ça c'est mathématique. Bien sûr. Mais l'objectif du bébé ou de la maman avec son bébé, c'est que le bébé devienne accro ou bien relié à sa maman et à son papa. Et quand être relié à un être humain, c'est complètement différent d'être accroché à un objet comme l'écran. Cette relation à la maman qui se développe dans les heures ou les jours qui suivent la naissance, elle est fondamentale parce qu'elle va permettre à l'enfant, dans la multitude des stimulations perceptivo-visuelles qu'il reçoit, il voit des lumières, du mouvement, du bruit, etc., de faire un tri, parce que progressivement, il va apprendre à d'abord interroger sa mère du regard avant de poser son regard sur les choses, et c'est ce regard de sa mère qui est, j'ai l'habitude de dire, son premier dictionnaire. C'est avec ces échanges qu'il comprend, qu'il arrive à comprendre, percevoir le monde
qui l'entoure en lui donnant un sens. Évidemment, tout ce regard de la mère s'accompagne toujours, et du père, de paroles qui lui expliquent, qui lui dit, voilà, regarde, si, ne regarde pas ça, attention, c'est dangereux, etc. Si cette maman, elle est un peu trop souvent scotchée à son portable, et puis si dans l'environnement de l'enfant, tout le monde est devant un portable avec des écrans allumés en permanence, eh bien, naturellement, il va fixer son attention sur ces écrans plutôt que sur les personnes qui l'entourent. Alors c'est ça justement, Sabine, excusez-moi, je vous coupe la parole, qui m'interpellait, parce qu'en tant que maman, bah forcément, on parle à notre enfant, on lui sourit, enfin je suppose. L'arrivée du portable en réalité a pas changé ça. L'enfant, quand il a 6 mois, il n'est pas en capacité de jouer avec un téléphone, rassurez-moi. Si, bien sûr. À 6 mois, il est assis, et si on lui tend, eh bien, un écran nomade, un téléphone portable, il va pouvoir l'agripper, et il est immédiatement attiré par cet écran, même s'il ne voit pas les mêmes choses que nous. Nous, on va regarder nos mails ou une petite série. Lui, il est juste immédiatement scotché parce que il y a une lumière diffusée par ces écrans beaucoup plus intense que celle perçue à l'état naturel, des mouvements anarchiques stimule sa vision, et puis des sons, souvent des sons pulsés qui vont retenir toute son attention. Et très rapidement, il peut devenir accro à ces stimulations qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus attrayantes finalement que dans le monde physique naturel. Et du coup, quand on lui retire cet écran, il est comme désemparé, et quand on tente de communiquer avec lui par des moyens naturels, en lui souriant, en faisant des petits bruits avec la bouche, etc., il peut trouver ça beaucoup moins intéressant, se mettre à pleurer, etc. Alors la maman, du coup, pour vouloir le rassurer, elle va lui redonner son portable. C'est dramatique. Une espèce de cercle vicieux qui se met en place, complètement à l'insu du parent, parce qu'il ignore le mécanisme finalement vicieux qui est en train de se mettre en place, où l'enfant devient progressivement addict à un objet et aux stimulations qu'il produit, au lieu de se relier à sa maman ou son papa. Et il ne faut jamais oublier que ce lien à une personne humaine est fondamental, parce que ce qui nous permet de parler et de pouvoir penser, et c'est ça qui fait notre spécificité d'être humain. Moi, ce que je comprends, ce que vous dites, Sabine, c'est qu'en tant que parent, on est responsable aussi. L'enfant, il agit par mimétisme, tout simplement. Donc, le fait de nous voir totalement noyés dans nos activités sur l'ordinateur, sur le portable, l'écran, la télévision, en réalité, il rentre dans le même schéma que nous, sauf que pour lui, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave. On a une chute des résultats scolaires, justement. On peut en parler ? Oui, alors juste pour revenir, vous avez raison, cette addiction de l'enfant, c'est aussi celle de l'adulte. Nous-mêmes, nous regardons notre portable environ 221 fois par jour. Nous le regardons, nous le touchons 2617 fois, et nous sommes connectés environ 5 heures par jour. Posez-vous la question, est-ce que je regarde, est-ce que je prête une attention à mon enfant 221 fois par jour? Non. Non. Donc, non. voilà. Non. Voilà. Donc, normalement, oui, quand on a des enfants en bas âge, mais... Mais bien sûr, nous sommes tous accrochés, et on l'est tous, parce que cet objet-là est particulièrement addictif. Alors de façon un peu différente, parce que nous ne recherchons pas la même chose, que ce soit un enfant ou un adulte. Et c'est bien là le problème, c'est que le cerveau, si vous voulez, il est fait pour aller au plus simple. Donc l'enfant va nécessairement chercher des choses, des contenus extrêmement simple, qui retire son attention, avec donc beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs vives, de mouvements, et puis un son très intense, mais sans s'intéresser du tout au sens, à la narration. Nous, on va chercher autre chose. Mais plus il hésite face à des contenus pauvres, plus il va en redemander. Et donc il va y passer comme ça un nombre d'heures de plus en plus important, parce que les parents sont toujours contents finalement quand les enfants ont l'air occupés et pas de les réclamer. Et puis il y a du retard du coup qui se prend, parce qu'un enfant au fond développe son cerveau, enfin comprend le monde qui l'entoure, parce qu'il s'y engage avec tous ses sens, parce qu'il manipule avec les mains, parce qu'il goûte avec la bouche, parce qu'il sent, parce qu'il écoute, etc. Et ces écrans qui captent l'enfant réalisent une véritable privation sensorielle, puisqu'il y a uniquement 2 sens qui sont stimulés, c'est la vision et l'audition.
D'accord. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ça va mettre en place en réalité cette surutilisation des écrans, des retards de langage. On a des enfants retards de langage, c'est le qui premier, sont beaucoup stressés. Peut-être le plus important, c'est le fait qu'au fond, ça crée des défauts d'attachement, des enfants qui sont mal reliés aux parents du coup qui n'utilisent plus le parent, encore une fois, comme le dictionnaire à partir duquel ils comprennent le monde. Et ça peut créer du coup des replis de l'enfant sur lui-même et des retards considérables. Et puis évidemment, un enfant bien relié à sa maman, c'est un enfant qui va trouver du goût naturellement pour le langage, parce que la propre de notre langage humain, c'est que c'est pas un langage fait de répétition, c'est un langage qui permet l'échange et la compréhension du monde qui nous entoure. Voilà. Donc on a des troubles psychiques, ça génère des retards du langage et aussi, beaucoup de nervosité. Tout à fait. De l'angoisse. Tout à fait, parce que c'est addictif, si vous voulez. Donc du coup, quand on le retire, ça crée de véritables crises d'angoisse. L'enfant est désemparé comme un drogué qui n'a qu'une idée, c'est de rechercher du nouveau l'objet pour faire une prise, une injection. Et ça crée des troubles du comportement aussi, parce que malheureusement, beaucoup des contenus pour enfants ou adultes, mais surtout d'ailleurs les contenus pour enfants, sont truffés de violences, d'interactions qui passent par l'affrontement, voire de contenus hyper sexualisés qui excitent l'enfant, le sidère et finalement génère ces troubles du comportement ou des conduites. Tout à fait. Alors Sabine, vous avez mis en place une méthode des 4 pas justement pour nous aider, nous parents, à accompagner nos enfants. Oui, alors je pense que la seule méthode qui fonctionne, parce que tous les parents sont en recherche d'une méthode et on subit tous cet objet qui nous pourrit la vie, de la famille, pour le dire très simplement. Et donc, on est tout le temps là en train de dire arrête, décroche, viens m'aider à faire telle chose, ça fait combien de temps que tu y es, t'as tes devoirs à faire, etc. Donc, toute méthode qui donne un temps différent pour chaque enfant, c'est pas possible. On peut pas obliger le parent à être avec un compteur derrière chaque enfant. Toute méthode, toute personne qui va vous dire l'autorégulation c'est facile, c'est pas possible, non? Parce que ces écrans sont addictifs. Quand vous avez un alcoolique, vous n'allez pas lui dire là vous allez passer de 2 litres à 1 litre par jour, c'est pas possible. C'est addictif, il fait ça. Donc la seule méthode qui va, c'est une méthode qui vaut pour toute la famille et où les parents sont des modèles, c'est-à-dire appliquent ce qu'ils préconisent à l'enfant. Donc je préconise une méthode très simple, c'est qu'on met pas d'écran le matin parce que c'est le moment où l'attention de l'enfant est la plus forte. Or, ces écrans, ils surstimulent une attention réflexe. Alors que, excusez-moi Sabine, la concentration. Alors, excusez-moi Sabine, je rebondis à vos propos. Alors que justement, en tant que parent, le matin pour aller vite et parce qu'il y a le petit déjeuner à faire, la grande sœur ou le petit frère a aidé à préparer, et boum, on met en place les enfants, soit devant la télévision, TJ, etc., soit pire devant un dessin animé sur YouTube. Donc ça, on interdit, c'est fini. Le parent imagine que l'enfant est trop petit pour faire par lui-même, pour apprendre. Donc ça, on supprime ça parce que ces écrans, je vous dis, stimulent l'attention réflexe, c'est-à-dire cette attention qui est sollicitée, qui répond dès qu'il y a de la lumière, du mouvement ou du bruit. Or, les écrans hyperstimulent ce type d'attention-là. Mais plus cette attention-là est stimulée, moins vous ne pourrez développer une attention secondaire qui s'appelle l'attention, la concentration, attention volontaire. C'est le fait de fixer volontairement mon attention sur quelque chose qui bouge pas, comme le maître ou la maîtresse qui vous parle, le livre, etc. Donc, on enlève le matin parce que la plupart des apprentissages scolaires se font le matin. Donc, il faut que l'attention de l'enfant ne soit pas abîmée par les écrans. On n'en met pas le matin et vous allez voir que si vous arrêtez tout, vos enfants vont se réveiller un peu plus tard parce que beaucoup d'enfants se programment pour voir leur dessin animé préféré. C'est dire l'addiction que ça. Voilà. C'est fou. Donc on n'en met pas pendant les repas parce que c'est moment sacré. On peut dire c'est à peu près le seul moment dans une vie de famille où parents et enfants peuvent échanger les enfants ont besoin des parents pour les entendre, les écouter, pour pouvoir raconter leur journée et les parents ont besoin de ce moment-là pour transmettre à leurs enfants. Donc c'est vraiment important de préserver ça parce qu'on sait que ces échanges verbaux parents-enfants c'est absolument décisif pour à la fois développer un bon langage et de bonnes capacités de penser.
On n'en met pas, surtout pas dans la chambre de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, le parent perd tout contrôle, à la fois sur le temps que l'enfant passe devant les écrans et sur le contenu. Alors souvent, on a des enfants justement avec des écrans de télévision, avec des jeux PlayStation et tout ça. Ça, pareil, c'est fini. Bah, je pense. Enfin, il faudrait. Là, les écrans, c'est au moins jusqu'à 10 ans, mais parce qu'on oublie complètement. Ah, mais à 6-7 ans, ils jouent déjà à la Play, hein. Bien sûr, mais pour garder le contrôle, il faut le mettre dans le salon. Dans le salon. Hein. Et là, on se rend compte parce que le parent est content d'oublier l'enfant. N'oublions pas, hein, c'est pas parce qu'on est mauvais parents. Non, et puis des fois, Sabine, oui. J'ai envie de vous dire, des fois, on est un petit peu fatigué aussi. On a besoin, soit de parler au téléphone avec une copine, avec sa mère. On a juste envie d'être toute seule et boum, et oui, on envoie les enfants à la chambre. Et c'est parce qu'on est très fatigué aussi. Oui, mais les envoyer face à l'écran, c'est les envoyer devant avec un objet qui va les maltraiter. Enfin, n'oubliez pas penser à ce que faisaient nos parents, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Hein. Il n'y avait pas tous ces écrans. Elles n'étaient pas H24 derrière nous en train de jouer avec nous, etc. Et pourtant les enfants jouaient. Et pourtant les enfants s'amusaient. Et les enfants étaient heureux. Mais parce que Sabine, j'ai envie de vous dire, j'interagis parce que le sujet est vraiment intéressant. Sabine, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Je vous laisse finir. Oui, ce que vous vouliez dire, c'est que c'était plus facile parce que c'est plus facile d'envoyer les enfants jouer dehors. Peut-être qu'il y avait un environnement qui était différent. Oui, mais parfois, justement, quand on est issu des quartiers populaires, on a moins l'occasion justement d'emmener nos enfants sur des sorties culturelles, au musée ou peu importe. Oui. Et donc du coup, on a des populations en tout cas qui sont plus sensibles à cet état de fait et à faire jouer justement leurs enfants avec des écrans parce que par ailleurs ils peuvent pas proposer autre chose. Tout à fait. Oui, ils peuvent pas ou ils imaginent qu'ils peuvent pas, hein, parce que c'est vrai que on envoie moins facilement son enfant dehors parce qu'on imagine ça fait peur, etc. Mais effectivement, à partir du moment où tout le monde imagine la même chose, l'extérieur se dépeuple des enfants. Et il n'y a plus que des adultes qui passent comme ça, qui sont de passage ou voilà. Mais il faut effectivement changer ses habitudes. C'est aussi réinvestir l'extérieur, réinvestir. Alors il n'y a pas forcément des musées, mais il y a des maisons de quartier, il y a des squares, il y a tout ça. Et c'est absolument important pour un enfant d'être dehors au minimum 1 heure par jour, de bouger, d'oxygéner son cerveau, etc. Rentrer après une journée de cours à la maison et se remettre devant les écrans. C'est la pire. C'est difficile, oui. Faire avec votre cerveau. C'est pas de se mettre devant les devoirs dont l'enfant a besoin. C'est d'être dehors, de jouer, de sauter partout, etc. Hein. Ça, c'est vraiment important. Donc les 3 points pour rappel. Donc pas d'écran. Le matin, pas pendant les repas, pas dans la chambre de l'enfant. Oui. On ressort les jeux classiques. On envoie son enfant à des les puzzles, sportives, au dehors, etc. On n'a pas peur de l'envoyer un peu dehors, faire des choses seul à partir de 10 ans et pas avant de se coucher parce que en fait les écrans, quel que soit le contenu, diffusent principalement une lumière bleue. Cette lumière bleue empêche la sécrétion de la mélatonine qui permet un endormissement, l'endormissement naturel. Bon, ça vaut pour les adultes aussi. J'observe aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sous mélatonine, sous prescription, et avant de leur donner cette pilule, on ferait mieux de se demander combien de temps ils passent dans les écrans, est-ce qu'ils le regardent avant de se coucher. Voilà. Bon. Alors ce travail, en tout cas, tout ce dont vous venez de nous exposer, excusez-moi. Donc, on peut retrouver ce livre. Donc, quand les écrans deviennent neurotoxiques. Donc, sur Internet, je suppose. Alors oui, je pense pas qu'il y ait une version numérique. Faudrait vérifier. En tout cas, il est évidemment sur Amazon, la Fnac, etc. Donc aux éditions Hachette Marabout. Voilà. Avec beaucoup d'exemples pour que de petits enfants, d'enfants d'âge primaire, de collégiens, d'enfants qui ont vécu cette surexposition et qui sont des histoires vraies racontées pour que les mamans puissent comprendre qu'elles
qu'elles sont pas isolées, que c'est un problème, je dirais même mondial, auquel chaque maman se trouve ou chaque papa se trouve confronté aujourd'hui. Voilà, donc plutôt que de culpabiliser, en réalité, il faudrait qu'on se responsabilise. Donc on a des affiches justement qui sont disponibles pour nos auditeurs, donc en français, en anglais, en espagnol, en arabe aussi. Vous m'aviez parlé d'une version arabe, Sabine. C'est ça. Oui, en turc, en arabe, en ourdou, en bengali. C'est la ville de Garges-les-Gonesse qui a très gentiment accepté de faire une traduction en plusieurs langues. Voilà, pour aider les parents, parce que en l'absence de décision ou des pouvoirs publics, finalement aujourd'hui c'est les parents qui ont seuls cette charge d'essayer de mettre une régulation par rapport à ces objets qui sont éminemment addictifs. Alors, est-ce qu'on a un site internet justement pour voir vos vidéos, vous retrouver? Alors il y a deux sites. Il y a le site du collectif que j'ai créé avec d'autres professionnels du terrain, le site de Cause, COSE, qui s'appelle surexpositionécran.org, tout attaché. Oui. Et puis j'ai un site avec mon nom, sabineduflo.fr. Donc Duflo, D-U-F-L-O. Oui, sans rien à la fin. Voilà, sabineduflo.fr, où je range tous les articles qui concernent les écrans. Bon, on vous remercie infiniment, Sabine. On reste en contact si vous avez des nouveautés, des informations, des événements justement que vous organisez. N'hésitez pas à nous les envoyer et on relaiera. À très bientôt, Sabine. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir. Donc nous sommes de retour, donc après ce sujet très lourd, j'ai envie de dire, inquiétant. Donc ce que nous dit Sabine en réalité, c'est qu'il faut absolument qu'on prenne conscience du danger que subissent nos enfants, et parfois un petit peu de notre faute, donc pas de notre faute active, mais justement en voulant leur mettre des écrans entre les mains, parce que ça va permettre qu'ils utilisent mieux le portable, certains logiciels, etc. En réalité, on est vraiment en train de leur faire du mal. Donc cette méthode des 4P est à retrouver donc sur le site internet www.surexpositionécran.org. Et nous allons passer, chers auditeurs, chères auditrices, à la question du jour. Donc du moins, on va l'annoncer, et on dit bonjour à Medjed qui est avec nous depuis tout à l'heure et qui a été très très sage. Mais toujours très sage. Bonjour Medjed. Bonjour. Merci à vous en tout cas de me donner un homme qui vient parler dans cette émission. On essaye de pas trop le faire parler. Ah bah oui. Voilà, parce que tes blagues douteuses, on les connaît, mon cher Medjed. Tout à fait. Voilà. Mais par contre, ils m'ont attaché à la fauve. Non, on t'a pas encore attaché, on y a pensé, mais bon, on s'est dit qu'il allait se tenir tranquille. La question qui fait mal à la tête, Medjed. Bah justement, on parle de shopping, 300 € de chèque cadeau à offrir à toutes nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent maintenant. C'est parti, donc avec la question, voici la question. 66%, ça vous concerne d'ailleurs, hein, on essaie toujours de coller à l'actualité des questions femmes. Donc 66% des femmes disent que c'est le pire vêtement à porter pour un homme. Moi j'ai mon idée. 66% des femmes disent que c'est le pire vêtement à porter pour un homme. D'après vous, quel est ce vêtement ? D'après vous, alors on va rappeler le numéro de téléphone pour nos gens de 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Et donc effectivement, pour 66% des femmes, c'est le pire des vêtements à porter pour un homme. Et j'ai ma petite idée. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses ? Alors moi, je pensais aux sous-vêtements. Voilà. Souhaite. Parfois. Souhaite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, venez les filles parler là. Je réfléchis pour l'instant. Alors. Parfois, soit c'est les caleçons, soit c'est les culottes de grand-père. Alors, les culottes de grand-père, je pense que 66% des femmes trouvent que c'est inacceptable en 2019 de porter ça. Même quand ça s'appelle la marque Le Français. J'adore. Bon, est-ce qu'on a une idée? Peut-être l'autre Souhaite qui a peut-être une idée, on sait pas. 66% des femmes pensent que c'est le pire vêtement à porter pour un homme, d'après toi, Souhaite, alors. Je réfléchis, j'essaie de réfléchir depuis tout à l'heure, mais je trouve pas. Tu trouves pas? Le pire, salopette. Salopette. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est stylé, salopette. Peut-être au niveau des chaussures. Alors dis-nous, quel genre de chaussures? Je sais pas, je me dis, franchement, les mocassins. Possiblement, ouais. Pourquoi pas? Bon, vous nous donnez la bonne réponse. 0892 23. On a l'autre Souhaite aussi qui avait. C'est Souhaite Arsane qui a parlé. Souhaite El Mayouf. Alors, Souhaite, tu penses à quoi?
Je pense les slips, c'est bon. Aussi, d'accord, on est d'accord. Allez, on y va. Chers auditeurs, chères auditrices, nous pensons avoir la bonne réponse. Voilà. Donc, appelez-nous au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. On vous attend tout de suite. Faites vite, vite, vite. Il y a 300 € de chèque cadeau à gagner. 66% des femmes pensent que c'est le vêtement le pire à porter pour un homme. Quel est ce vêtement? 0892 23 99 50. La bonne réponse. Et vous gagnez 300 € de chèque cadeau à utiliser partout dans toutes les plus grandes enseignes. Je compte sur vous et on a la bonne réponse dans un instant. 0892 23 99 50. À tout de suite, on marque la pause, les filles. Oui. Et on revient avec, j'espère, plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont nous donner la bonne réponse. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Anan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Nous sommes de retour, mon cher Medjed, et j'ai avec moi une toute petite jeune fille qui va nous dire bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Salena. Salena, tu as quel âge, Salena? 4 ans. 4 ans, tu dis bonjour aux auditeurs de France Maghreb 2. Bonjour. Les auditeurs de France Maghreb 2. Elle est habituée à parler. Elle est habituée à parler. Ben oui, c'est pas la première fois qu'elle parle bon. À la radio. Bon, en tout cas, on est de retour, cher Hanen, pour l'émission La question qui fait mal à la tête, évidemment, et on a 300 € de chèque cadeau à vous faire gagner avec la question que tu vas nous rappeler, ma chère Hanen. Effectivement, 66% des femmes trouvent que c'est le pire des vêtements à porter pour un homme. Exactement. Quel est-il? Quel est ce vêtement, les amis? Ben, vous nous appelez, vous continuez. 0892 23 99 50, mais il va falloir faire très très vite, hein. On est toujours très speed pour la question. Et alors, vous avez des bonnes idées. Il y en a une qui a proposé le kilt. Le kilt, effectivement, oui. Mais bon, on voit pas beaucoup de Français en porter. Généralement, c'est les Écossais. Alors, je sais pas. Donc, est-ce que c'est le pire vêtement, justement? Moi, j'avais pensé à la salopette aussi. La salopette? Oui. Il y a des hommes qui portent des salopettes? Ah oui, il y en a des ouvriers sur le chantier. Parfois, ça arrive. Hein. Oui. Ah oui, pas mal. Parfois, ça arrive. On avait pensé au slip kangourou. Qui est plus très tendance, voilà, il a été remplacé par le caleçon en réalité. Tout à fait. Donc, mais bon, il fait un retour en force, paraît-il. Oui, tout à fait. Il fait un retour en force. Bon, alors il y a 2-3 idées, il y a peut-être les bonnes réponses là-dedans. Quelle est la bonne réponse en tout cas? Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne et puis vous gagnez, oui. On est en train de me faire signe, voilà. 0892 23 99 50. Vous nous donnez la bonne réponse et c'est gagné. Donc on rappelle la question, ma chère Hanen. 66%. Oui. C'est le 66% des femmes trouvent que c'est le pire des vêtements à porter pour un homme. Quel est-il? Bon, ça va être just, hein, les amis. Qu'est-ce que tu dis, Salena? Alors on a Salena effectivement qui est avec nous et qui propose une réponse. Oui, quelle est-elle? On ne le sait pas. Mais en tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à nous appeler. Il nous reste à peine quelques minutes au 0892 23 99 50. Bah, j'avais tenu en fait à ce qu'il y ait cette petite question qui fait mal à la tête à la fin. Je trouve que ça détend pas mal l'atmosphère, mon cher Medjed. Ça détend, tout à fait. Faut juste que nos auditeurs prennent le temps de nous appeler et puis il y a aucun problème. S'ils nous appellent pas cette semaine, ils nous appelleront la semaine prochaine. De toute manière, ils sont avec toi toute la semaine en réalité. Tout à fait. Alors la semaine prochaine, mon cher Medjed, justement parce qu'il nous reste à peine une petite minute. Alors, on va parler des femmes de Gaza, mais pas que. Donc c'est un programme qui est en cours de préparation et on va recevoir donc une invitée, un écrivain, Ayet Haifi, voilà. Donc Ayet Haifi, donc qui nous parlera des femmes de Gaza, entre autres, et de ce beau livre qu'elle a écrit, qui s'appelle Nour, et je me souviens plus du reste. Ah bah mince. Excusez-moi, mais je vais vous trouver ça tout de suite. Oui. Ça va être très très rapide. Ou pas. Alors pour la question du jour, Medjed, je pense qu'il a on a un appel, super. Allez, c'est parti, on va prendre le premier ou la première. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour madame, vous appelez comment? Je m'appelle Mansouria. Mansouria, enchantée Mansouria. Alors Mansouria, 66% des femmes trouvent que c'est le pire des vêtements à porter pour un homme. Le pire. Est-ce que vous avez une idée? Une chemise. Une chemise? Ah, une chemise. Pourquoi une chemise? Parce que, pour le repassage, c'est un peu... Très bonne réponse, effectivement, pour le repassage.
Ah. Bah oui, c'est très difficile à repasser une chemise. Ça met du temps. Il faut compter 5-6 minutes, paraît-il, pour bien repasser une chemise. Aïe, 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 non. Non, c'est pas la chemise. C'est pas la chemise, malheureusement. Je vous remercie. On vous en prie, Mansouria. Mansouria, elle en peut plus des chemises de son mari. Voilà, elle en peut plus. Voilà. C'était un message que vous C'était un message que vous venez de lui faire passer. Voilà, la prochaine, c'est que les t-shirts. Mais je vous en prie, Mansouria, à très bientôt. À bientôt. Allez, on a peut-être encore le temps. C'est vrai que ça prend du temps. Eh ben écoute, c'est pas loin. C'est pas loin de la bonne réponse. D'accord. Alors on a le temps de prendre un dernier auditeur au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50, c'est pas loin de la chemise. Souad, tu as peut-être une idée? Non, toujours pas. Le débardeur, une espèce de débardeur là qui est pas très joli, où on voit les poils en dessous des aisselles, des fois c'est pas très propre. Ah non, mais des fois c'est horrible, hein. Rigolez pas, c'est vrai. Tu as dit ça. Je sais pas. Bon, on attend la bonne réponse. En tout cas, vous pouvez continuer à nous appeler. Donc, c'est pas loin de la chemise. Rapidement, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour nous donner la bonne réponse. Après, on va retrouver tout à l'heure Maître Maghrébi, qui sera là évidemment pour l'émission Parler droit. Voilà, donc il va arriver donc dans une petite poignée de minutes. Bon, bah c'est pas grave, on la relaisse pour la semaine prochaine. Ok. On la met en suspens. C'était pas loin, en tout cas, de la chemise. Vraiment pas loin du tout, hein. Allez, le dernier. Allô, bonjour, qui est là? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vais vous donner la bonne réponse. Alors, comment vous vous appelez, monsieur? Abdelkader. Vous nous appelez d'où, Abdelkader? Je suis sur la route, je suis à Villemomble, là. Ah, dans le 93, la Seine-Saint-Denis. Oui, je suis bien à la Seine-Saint-Denis, ouais. Alors, 66% des femmes trouvent que c'est le pire des vêtements à porter pour un homme, et vous avez la réponse, la bonne réponse selon vous. La bonne réponse, c'est le pantacourt. Le pantacourt. C'est vrai que c'est pas très sexy, le pantacourt. C'est pas le pantacourt. C'est pas la bonne réponse. Bah, je vais donner la réponse du coup alors. Ah bah allons-y alors. Et quand on parlait de chemise, oui, c'était presque ça. La chemisette. C'était la chemise hawaïenne. Ah, la chemise hawaïenne. Ouais. Mais c'est vrai que les hommes sont fans de ces chemises. Oui. Alors à tout âge, qu'ils aient 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'ils habitent dans le fin fond de la Creuse voilà, ou c'est ça. Dans le 93 près de Villemomble comme Mansour, ils sont fans des chemises hawaïennes. C'est juste horrible, je confirme. Vous aimez la chemise hawaïenne, vous comment il s'appelle-t-il? Souad et Souad. Abdelkader. Vous portez des chemises hawaïennes? Non. Non, votre femme vous l'interdit? Hein, c'est ça, Abdelkader, dites-nous la vérité. C'est votre femme qui vous l'interdit. Ah oui, la vérité, j'aime pas. Ah non, c'est vous aimez pas. D'accord, c'est un goût personnel. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rappelé, Abdelkader. À bientôt. Oui, on vous dit à très bientôt. Bon. Et vous les Souad, alors les chemises hawaïennes? C'est horrible. Effectivement, c'est horrible. Darsan, les chemises hawaïennes, qu'en penses-tu? Chemises hawaïennes, non? Ah bah moi personnellement j'en porte, hein. Ah oui, moi c'est bien. Il y avait encore d'autres appels là par là. Souad, pour un style de garçon manqué. Tu m'étonnes. Allô, bonsoir, qui est là? Bonjour. Allô? Hello. Ouais, bonjour. C'est qui? Bonjour, c'est Fadila. Bonjour Fadila, vous nous appelez d'où? Je m'appelle de Metz. Bon, bonjour aux Metz. Comment on dit les gens de Metz? Messin et Messine. On dit les Messins. Les Messins. Les médecins. J'ai appris un nouveau mot. Bon, et ben vous arrivez un peu trop tard là, dites donc. Ah, c'est pas vrai. Eh ben si. Bah oui, on a donné la réponse. Vous pensiez à quoi vous? C'était quoi comme réponse que vous alliez nous donner? Moi je disais le cuir. Ah, le cuir. Oui, c'est vrai que... Non, c'était la chemise hawaïenne la réponse. Non, le pantalon en cuir, c'est pas terrible. Ah oui. Oui, c'est la chemise hawaïenne. Dommage. Ah, dommage. Bon, ça sera pour la prochaine. Vous avez été traumatisé par un homme qui portait un pantalon en cuir, dites-moi. J'adore. Non mais c'est vrai. La prochaine fois je viendrai en cuir. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, allez, on va conclure l'émission là parce qu'il est l'heure là. Oui, il est l'heure de rentrer chez nous. Oui.
On va retrouver Maître Maghrebi dans un instant. Oui, tout à fait. Et comme je disais tout à l'heure, donc on se retrouve la semaine prochaine, donc avec Hayat Haifi. Voilà, et on parlera des femmes à Gaza. Donc Hayat Haifi qui est écrivain et qui a écrit Nour et Naïm. J'en suis à la moitié du livre, je l'ai démarré hier soir, je l'ai juste dévoré. Voilà, c'est vraiment sublime. À la semaine prochaine alors, Haline. À la semaine prochaine, Medjahed. À la semaine prochaine, Souad El Mayouf, avec Sabrina Gassim, qui sera là également avec nous. Et Samia de Sakina Event. Et une belle... Vous voyez ? L'émission continue sur la chaîne YouTube Par les femmes. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.